Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va être obligé de parler de ce submit qu'on a eu à la Maison Blanche. Pourquoi, comment ça se fait qu'il ne s'est rien passé? Quel est le plan de Donald Trump et de son administration? Est-ce que ça a un impact vraiment sur les cryptos? Je vais pas vous montrer de graphique, mais on va parler de ma thèse sur tout ce qui se passe et vous allez voir que ça a plusieurs impacts. Parce que oui, clairement, ce crypto summit qui a été annoncé comme ça, un peu à l'arrache, qui s'est passé un peu à l'arrache, où globalement il y avait quand même beaucoup de beau monde qui était dessus, mais il ne s'est strictement rien passé. Il s'est strictement rien passé, mais pourtant c'était la première fois que la Maison Blanche avait un parti pris au niveau des crypto-monnaies, avec ici, dans une même pièce, un ensemble de gros acteurs de l'industrie en elle-même. Et pourtant, cette réunion n'a strictement rien donné. Elle n'a pas donné quelque chose de concret, on a ressassé des choses qui étaient déjà présentes, qui avaient déjà été annoncées. Il n'y a pas d'annonce d'achat massif de Bitcoin, il n'y a pas d'annonce de réglementation supplémentaire, pas d'annonce d'imposition, on n'a pas de modification des informations qu'on avait déjà. Et ça, on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi ça prend autant de temps alors qu'on sait concrètement ce que l'on doit faire? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un certain nombre d'actions qui ont déjà eu lieu? Et pourquoi on a ici ce genre de show qui est en cours, dans lequel on montre beaucoup de choses, mais on fait peu? Est-ce que c'est uniquement de la politique, ou est-ce qu'il y a vraiment une réflexion derrière? À savoir qu'on le voit bien que sur certaines actions, Donald Trump est toujours très agressif, comme on peut le voir sur les taxes douanières, il claque des doigts en quelques instants et c'est effectué. En quelques jours, on peut augmenter de 5, 10, 15, 20% les taxes douanières pour un pays, deux pays, trois pays, bref, choisissez, ça se fait très vite et ça se met en place quasiment instantanément, et pourtant ce n'a pas été le cas au niveau de la crypto-monnaie. Alors oui, mais est-ce que c'est le cas sur tout? Et c'est là où il va falloir être concentré. Je vais essayer de vous dévoiler un petit peu ma vision que j'ai et qui commence à être mise en place au niveau de Donald Trump et des USA sur la crypto-monnaie. Oui, je suis persuadé que Donald Trump veut mettre en place un hub international autour des USA au niveau de la crypto-monnaie. Mais par contre, est-ce que ça va être ouvert à tout le monde? C'est la grande question qui va pouvoir se poser. Je suis persuadé parce que on le voit déjà au niveau de la famille Trump à travers World Liberty Financial, qui est le produit DeFi, donc finance décentralisée, qui a été annoncé, lancé, financé par la famille Trump, qui achète massivement des crypto-monnaies. Et pourtant, il ne se passe rien, enfin en tout cas, rien de vraiment concret qui pourrait redynamiser le marché, alors qu'il y a d'autres actions qui sont effectuées. On parle de la SAB 121, j'en ai parlé plusieurs fois, si vous avez écouté ma vidéo de ce matin, l'hebdomadaire, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était, mais le but du SAB 121, c'était de mettre une restriction, et c'était la SEC qui l'imposait, une restriction aux banques dans l'interaction qu'ils avaient avec les crypto-monnaies. Ça avait été tenté d'être supprimé il y a quelques mois de cela, pour pas dire une année, un peu plus d'une année, sous l'administration Biden. Ça avait été voté par le Congrès, par le Sénat, et ça avait été refusé sous forme de veto par Biden lui-même, en tout cas son administration, pour empêcher les banques de rentrer dans l'industrie. Ça y est, ça a sauté quasiment instantanément au niveau de la SEC. Et pourtant, il n'y a rien d'autre qui a été si acté que ça, d'accord? La réserve nationale, elle a été actée, d'accord, au niveau de Bitcoin, donc globalement, ce qu'on dit au marché, c'est on ne vendra pas de Bitcoin. Par contre, on n'achètera pas, ou en tout cas avec l'argent du contribuable, on n'achèterait pas de Bitcoin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas acheter de Bitcoin? Il y a toujours plein de stratégies, et Michael Saylor s'est proposé pour montrer les différentes stratégies sous forme de neutralité, où on peut acheter du BTC de cette façon-là, sans utiliser l'argent du contribuable. Et c'est un peu le même principe, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de fonds d'investissement souverains. Est-ce que ça pourrait pas passer à travers le fonds d'investissement souverain aussi, au niveau de BTC? Il y a toute une réflexion à avoir de ce côté-là, et je pense que ça va prendre du temps, encore une fois. Mais oui, ce qui est positif, c'est qu'il n'y aura pas de pression baissière au niveau des bitcoins sur les USA, mais par contre, il n'y aura pas de pression haussière, et c'était quelque chose qui était quand même grandement attendu. Le point positif sur ça, c'est que on montre que Bitcoin et la crypto-monnaie sont des actifs qui sont légitimes, suffisamment légitimes pour avoir une réserve nationale US, donc c'est-à-dire le mastodonte économique mondial, et ça assoit la légitimité. Et ce sommet assoit aussi la légitimité de l'ensemble des cryptos. Donc c'est
positif, même s'il n'y a pas d'action concrète. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il n'y a pas d'action concrète? À part une, où on dit qu'on veut mettre en place vraiment une réglementation stablecoin, que ça arrivera certainement courant d'été. On parle d'août. Bref, c'est en train de se mettre en place. Pourquoi les stablecoins? Pourquoi les stablecoins? C'est la grande question. Et j'ai envie de vous dire que ça fait partie certainement de la visibilité, du plan un petit peu de ce style-là. Pourquoi les stablecoins? Parce que clairement les banques ne sont pas prêtes encore. Et pourtant les banques veulent arriver dans les crypto-monnaies. Elles sont en train d'être permises à travers le SAB 121, à travers une réglementation qui est en train de clarifier sur l'utilisation et l'implication des cryptos dans les banques, donc les banques sont en train de s'intéresser grandement, et on sait déjà de base qu'il y a une réglementation crypto qui est en train de se mettre en place à travers une task force qui est dirigée par Pierce, qui était pro-crypto déjà depuis plusieurs années, donc on a quand même un momentum pro-crypto qui se fait, mais ça traîne. Et la question à se poser, c'est pourquoi ça traîne, alors qu'on a encore une fois des bonnes nouvelles. On a BlackRock qui est en train d'intégrer un sizing, donc c'est-à-dire une part de Bitcoin dans ses portefeuilles, en tout cas dans les portefeuilles qu'il propose à ses clients. Et on parle de 2% à peu près, donc ce qui est quand même énorme quand on regarde le volume traité par BlackRock, c'est 10 000 milliards, maintenant je crois que c'est 11 000 milliards, bref, c'est énorme en termes de volume, et c'est en train d'être intégré petit à petit, en tout cas proposé. Et pourtant, on a ce sentiment de bear market, qu'on retrouve principalement dans ce qui est le plus volatile, notamment le marché des NFT, que l'on peut retrouver, mais aussi que l'on retrouve par exemple sur les altcoins, ou encore à 2-3 endroits. Mais est-ce qu'on peut considérer que la correction de Bitcoin, qui est plus de 20%, 25%, est-ce que c'est quelque chose qui est un signe de bear market? Non, absolument pas. C'est justement une correction qui fait mal, très mal, certes, mais on est quand même encore très loin du bear market, il faut être capable de l'accepter, et on peut se poser cette question-là. Alors, je vais vous expliquer deux choses. La première, c'est que peu importe votre thèse d'investissement, vous devez être préparé à avoir tort. J'arrête pas de le répéter sur la chaîne, c'est un petit peu le modo, c'est un peu la façon dans laquelle je traite la gestion du risque. Je peux avoir une thèse d'investissement, plusieurs même, mais systématiquement je me prépare à avoir tort, et c'est super important, parce que ce soit en préparation de bear market ou non, en fait on s'en fiche, l'important c'est de couvrir le risque. Et donc ça veut dire qu'on doit mettre en place en effet différentes thèses, on doit être capable de pouvoir déterminer ce qui risque d'arriver, et surtout quelle est notre réaction à ce qui va se passer. C'est vraiment le plus important. Donc, peu importe que j'ai raison ou pas, l'important c'est d'avoir un équilibrage, une réflexion, et surtout une bonne gestion de son exposition, c'est-à-dire la partie que l'on a en stablecoin versus la partie que l'on a en crypto, quelle est la part d'altcoin versus l'ensemble des cryptos et versus BTC. Bref, il y a une réflexion sur la construction de son portefeuille. Et ça, c'est excessivement important. Si jamais vous n'avez pas ces bases-là, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite qui est dans ma communauté privée gratuite. C'est en commentaire en description, vous y retrouverez une mini-formation, vous y retrouverez mes masterclass, ça vous aidera certainement à aborder ce sujet-là, parce que peu importe la réflexion que l'on a, on doit être préparé à ces situations-là. Alors, moi, ma vision que j'ai par rapport à tout ça, c'est plusieurs choses. C'est que, on voit clairement que les banques, depuis déjà un certain temps, étaient prêtes, étaient sur la volonté d'y arriver. C'est pas pour rien que le SAB 121 était déjà passé sous l'administration Biden, et qu'il a été veto. Ce n'est pas pour rien, je pense que l'industrie bancaire, et j'avais fait des vidéos à cette époque-là, poussait vraiment le SAB 121 pour pouvoir rentrer dans le marché crypto avant le démarrage du bull run. Le problème, c'est que ça s'est pas fait, on a un nouveau vainqueur, Donald Trump, mais le problème, c'est que l'industrie financière et bancaire américaine n'est pas prête encore pour l'instant. Il y a besoin d'un certain nombre d'actions à faire, et c'est pour ça qu'on déploie plein de choses, on monte plein de choses, mais concrètement, il ne se passe strictement rien, parce que on doit attendre un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que Bank of America se mette dans le marché des stablecoins pour pouvoir proposer leur propre stablecoin, le fait que l'on retrouve certains titans, comme par exemple Morgan Stanley, qui envisage l'intégration de crypto sur E-Trade, le fait qu'on ait des banques supérieures qui continuent à rentrer sur le marché et à proposer un certain nombre d'actions, parce que maintenant, on a une réglementation qui le permet, qui permet de pouvoir faciliter cette partie-là. On va avoir ici une diminution de la pression baissière au niveau de Bitcoin, parce qu'on stabilise la notoriété des crypto-monnaies en montrant que oui, il y a bien une administration qui est derrière. Et justement, ces ralentissements, alors que nous, on comptait avoir une accélération des actions concrètes,
Est-ce que c'est ici une impossibilité de les faire? Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment délibéré, et là on doit se poser la question du pourquoi. Et j'essaie de vous expliquer un petit peu ma vision du pourquoi. Je pense que c'est vraiment délibéré, parce que il aurait pu le faire comme il fait avec les taxes douanières, avec un petit peu tout, mettre en place un certain nombre d'actions beaucoup plus agressives. Et si c'est retardé, c'est qu'on attend quelque chose. En tout cas, on attend des personnes. On attend un certain nombre de personnes dans cette industrie qui vont rentrer. Quoi de mieux que d'avoir une industrie financière américaine qui profite vraiment de cette manne? Et donc, dans ma théorie et dans ma thèse, c'est que c'est délibéré, et ça me confirme, en tout cas ce summit, ce sommet que l'on a eu au niveau de la Maison-Blanche, me confirme vraiment que c'est beaucoup d'écrans de fumée pour montrer qu'il se passe des choses, qu'on est bien présent, que oui, on veut le faire, mais on va faire traîner un petit peu le temps que les différents acteurs américains se mettent en place pour pouvoir justement profiter de tout ça. Et on nous donne un petit peu des dates, on nous parle d'août, on nous parle de juin, on nous parle de 90 jours, peut-être même avril. Est-ce que c'est suffisant pour que l'ensemble des acteurs américains soient positionnés de la bonne façon, avec les bons produits, sur la bonne cible? Bref, quand on voit que les banques américaines, plus que des stablecoins, vont pouvoir proposer des produits crypto-monnaies, je pense que vous comprenez bien l'impact que ça peut avoir. Et si vous ne comprenez pas l'impact que ça peut avoir en termes de manne et de marché, il va falloir voir par exemple Robinhood qui enregistre une croissance record grâce aux cryptos. On parle ici de 358 millions de dollars de croissance. C'est énorme en termes de revenus issus des cryptos. C'est vraiment énorme, et donc ça représente plus de la moitié des dollars générés au niveau des transactions. Donc imaginez bien la manne que ça peut représenter, surtout si c'est réglementé, autorisé aux USA, en passant par des brokers qui sont bancaires, donc forcément tout le monde va pouvoir en profiter. Et même ici, on parle de Tether, Tether qui imprime de l'USDT, donc le stablecoin le plus utilisé, 13 milliards de dollars de bénéfices en 2024. 13 milliards de bénéfices en 2024. Est-ce que vous comprenez l'impact que ça peut avoir? Est-ce que vous comprenez la part de marché que ça peut avoir? Surtout que là, si on ouvre les vannes sur le marché américain, ça peut facilement doubler. Donc, on doit avoir des acteurs américains qui doivent prendre le pas sur ça. Est-ce que Circle est suffisant? On le voit bien qu'il ne fait pas l'unanimité. Par contre, si on a des banques américaines qui proposent des produits instanciés dans un écosystème US, ce sera toute une autre histoire, et c'est un petit peu la vision que j'ai ici. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de temporalité pour pouvoir faire rentrer des acteurs, et c'est quelque chose que l'on a déjà vécu à plusieurs reprises dans l'histoire américaine sur certaines technologies, sur certaines législations, et c'est quelque chose que l'on a déjà vécu aussi beaucoup, notamment avec Nvidia et certains sénateurs comme Pelosi qui profitent de ce type de situation-là. Alors pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Encore une fois, c'est juste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en description, et si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, c'est simple, pour me soutenir, likez, partagez, et oui, peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par cette vidéo-là, et surtout abonnez-vous si vous en voulez plus. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.